Salut à tous, c'est Sam, aujourd'hui avec Cyril. Salut Sam. Salut Cyril. Salut tout le monde. On est au pied de la tour de Tokyo, elle est là. Ouais. Je vous la montrerai un petit peu tout à l'heure si j'y pense. Mais elle insère là, parce que là on voit que les pieds. Hein. C'est vraiment les pieds là. Hein. Vraiment les pieds, mais croyez-moi, c'est elle. Donc Cyril a accepté de nous raconter un peu son expérience, que ça fait un petit moment que tu es au Japon, je crois. Et ouais, ça fera 29 ans le 8 septembre 2026. Je vais entrer dans ma 29e année. Un long moment. Voilà, donc 29 ans, à 30 j'arrête et puis voilà quoi. C'est Après, bon. tu rentres. Ouais, après je rentre. Alors dis-nous, comment tu es venu au Japon? Parce que le Japon maintenant c'est à la mode, tout le monde vient, tout le monde en parle, tout le monde connaît. Mais il y a 30 ans c'était pas le même. Hein. Ouais, alors je suis pas parmi les plus vieux et il y a des gens qui étaient déjà là depuis avant moi et qui sont toujours là d'ailleurs. Moi, j'ai découvert le japonais, en fait, la langue japonaise, ça a été le déclic quand j'étais au lycée, donc il y a presque 40 ans. Et ouais, il y avait des cours de japonais. Moi, je viens de Nice, qui est pas très loin de chez toi. Ben ouais, c'est pour ça. Là, on fait une vidéo spéciale accent du Sud. C'est que pour les gens du Sud. Hein. Voilà, en général, j'ai pas trop l'accent, mais là, c'est un peu comme les Québécois, il va falloir mettre les sous-titres en dessous, tu sais. Non, mais on les salue quand même, les amis du Québec. Coucou. Et puis... donc ouais, il y avait du japonais dans mon lycée et ben moi j'étais parti sur un baccalauréat littérature langue étrangère, donc il fallait une troisième langue. Ah ok. Donc si tu veux, je faisais un peu d'anglais comme tout le monde, on va dire, depuis la 6e. En 4e, on te propose une deuxième langue. J'ai fait un peu comme tout le monde à Nice, de l'italien. De l'italien, bah oui. Et arrivé en seconde, donc en première année de lycée, parce que mon collège et mon lycée c'était dans le même établissement, donc j'étais toujours dans le même environnement. Pour partir dans cette voie donc littéraire et langue étrangère, il fallait une troisième langue. Je me suis dit tiens, et il y avait du japonais. D'accord. Je me suis dit tiens, ça a l'air sympa, donc j'avais 15 ans, tu vois. On m'avait dit que le prof il est jeune, c'est un japonais, il est sympa. Quand t'as 15 ans, tu dis tiens, un prof sympa et jeune, on va y aller quoi. La langue après, tu vois. Et puis, je suis tombé amoureux quoi, de la langue, quoi, vraiment. Ça a été tout de suite. Hein. D'accord. Tout de suite. Et puis, bon, j'ai fait plan-plan, mes hiragana, mes katakana. On faisait 3 heures par semaine, tu vois, donc c'était vraiment cool. Hein. Pendant 3 ans. Et puis, en dernière année de lycée, vas-y, gratte. Essaye d'apprendre un max de kanji, des trucs comme ça, tu vois. Le prof me dit, écoute, après le bac, ce serait bien que tu envisages de partir dans une université spécialisée pour l'apprentissage du japonais, qui s'appelle l'INALCO. D'accord, à Paris. Donc voilà, les Langso, et donc à Paris. Et donc à l'époque, je me suis dit, qu'est-ce que je vais aller foutre à Paris? De Nice. Tu comprends Paris, le truc, quoi. Et puis, je me suis dit, je vais quand même chercher un truc à proximité. Et effectivement, à l'époque, il y avait le plus au sud où on pouvait rester et continuer à apprendre le japonais. Au niveau universitaire, c'était Aix-en-Provence. Ah, ça va. Donc, je me suis dit, bon, c'est bien. Ça va, c'est relativement... c'est pas trop loin, voilà, bon. Et puis, en fait, il n'y avait que 2 ans d'études. Si après, à un moment donné, tu voulais continuer à approfondir, fatalement, il fallait partir à Paris au Langso, à un moment donné. C'était vraiment la référence à l'époque, les Langso. Je me suis dit, bon, partir pour partir, autant partir tout de suite. Parce que j'étais vraiment dans ce délire, tu vois. Vraiment... Moi, je serais prof de japonais, je vais partir là-dedans, tu vois. Donc, je pars à Paris. Très difficile la première année, au niveau humain, contact humain et compagnie. Bon, du coup, c'était bien parce que j'ai pu bosser mes kanji comme un ouf, quoi. Bon, après, ça a été la vie étudiante, quand tu commences à rencontrer des gens, tout ça, mais toujours vraiment très, très approfondi sur la langue japonaise. Alors, il faut peut-être aussi te dire que c'est quand j'étais au lycée que je suis venu au Japon pour la première fois. D'accord. Mon lycée, qui s'appelle le lycée d'Estiendorf, s'il y a des Niçois qui nous écoutent, ils sauront de quoi je parle, était, à l'époque, et est toujours jumelé avec un lycée qui se trouve à Kobe. D'accord. Qui s'appelle attention, tu vas tilter, le Sumanura Joshiko. Joshiko, c'est un lycée pour filles. Exactement. Ça, c'est un bon jumelage. Exactement. Tu sais, quand t'as 17 ans, que t'es tout mince et tout, le gaijin qui débarque. Juste t'arrives avec que des japonaises, avec des uniformes et tout. C'était rigolo, quoi, tu vois. Et donc, j'étais parti 10 jours en famille d'accueil. Waouh. Et j'avais une correspondante qui était partie 10 jours chez moi, enfin dans ma famille. Et voilà, donc ça a été mon premier contact avec le Japon, c'était à Kobe. Bon, je pars à Paris, je fais quelques années d'études, et à l'époque, je reçois une bourse d'études du Bonbusho, donc du gouvernement japonais de l'éducation, pour partir à Matsumoto, donc Nagano-ken, préfecture de Nagano, dans les Alpes japonaises, à 3 heures de Tokyo. Et là, c'était toujours dans la direction, je serai prof de japonais, machin et tout.
Et je débarque à l'automne 95 là-bas. Et l'automne, c'est la saison des matsuri, des fêtes de l'université. Des concerts dans les salles de classe, et que je te fais des yakisoba, et que je te fais des takoyaki à droite à gauche. Je dis putain, c'est quoi ce truc, quoi. J'aime beau ça. Et le pote, j'étais avec un pote, Amano-kun, qui est de Sendai, qui me dit, mais ici c'est une culture, on fait le matsuri, on fait la fête de l'université et tout. Je dis putain, je sens que je vais pas m'ennuyer, quoi. Et effectivement, j'ai passé un an de ouf à dépenser, enfin même à dilapider, on va dire, ma bourse dans les izakaya et les karaokés, quoi. Mais au bout d'un an, hyper bon en japonais, tu vois. Enfin, ah ouais, là, c'était pratique tous les jours, quoi. Bien sûr. Donc, au bout d'un an, tu rentres en France, donc septembre 96, et à peine arrivé, l'armée me contacte et me dit, Monsieur Copini, faut partir faire votre service militaire. Et alors pour les jeunes, le service militaire, c'est un truc qui existait à l'époque? Ouais, obligatoire. Obligatoire. D'accord, oui. C'est ce qu'on appelle les VI maintenant, donc ça existe, volontariat international. Et donc à mon époque, il y avait ce qu'on appelle le CSN, coopérant du service national. D'accord. Et donc c'était une des options pour faire le service militaire, et j'ai fait ça. D'accord. Donc c'était assez rigolo parce que tu déposes un dossier au ministère des Affaires étrangères français et tu peux choisir un pays. Tu as 4 choix de destination. Donc je me suis dit, bon, Japon. Et après, c'est le ministère qui va t'envoyer dans un poste où il y a une place qui se libère. D'accord. Alors, je me suis dit, bon, j'avais mon bagage Inalco. Un an de Japon, je me suis dit, bon, ils vont pas m'envoyer à Pékin, j'espère, tu vois, on sait jamais, hein, parce que bon. Bah, à l'époque, peut-être, c'est pareil, hein, ouais, c'est un peu ça. Et alors, ça marche, le chinois, ça avance. Ouais, ben non, mais non, toujours pas, mais le japonais, par contre, je fais des progrès. Hein. Et je me retrouve à l'Institut franco-japonais de Fukuoka. D'accord. Donc dans Kyushu. C'est bien, c'est bien. Mais à l'époque, Fukuoka, je ne savais pas trop où c'était encore, je regarde sur une carte, Kyushu, bon, très bien. Et depuis, je suis au Japon, quoi. Donc je suis arrivé le 8 septembre donc 97 à Fukuoka. Ok. Et donc ça fera ma 29e année d'affilée le 8 septembre 2026. Wow, super voilà. T'as fait qu'une question là, on a déjà parlé pendant une demi-heure. C'est bien, c'est bien. La vidéo va faire 7 heures, hein, je vous préviens. Bon, il a pas mangé, donc si c'est vers un moment donné, on va arrêter. Mais... Prenez des energy drinks là parce que vous allez en avoir besoin pour tout suivre. Hein. Et donc tu arrives à Fukuoka. Maintenant tu habites où? Alors maintenant j'habite à Osaka. Et tu as habité aussi 20 ans à Tokyo? Alors c'est ça, il y a eu 4 ans à Fukuoka, donc 2 ans de service militaire, plus après 2 ans je me suis fait engager en local. D'accord. Après je suis parti à Tokyo 20 ans, et là je suis à Osaka depuis 5 ans, depuis 2021. Et donc à Fukuoka, quand tu as été engagé en local, tu m'as dit que c'était pas comme prof de japonais? Alors, en fait, j'ai fait toute ma carrière jusqu'à 2021 dans le réseau culturel français, donc les instituts français. De Fukuoka, puis de Tokyo essentiellement. D'accord, donc prof de français Non, j'étais... Alors, à Fukuoka, oui, ouais. Mais à Tokyo, j'étais à la programmation culturelle, et en particulier de tout ce qui est concert, musique actuelle, DJ, compagnie, jazz et compagnie. Donc l'Institut de Tokyo, c'est une grosse machine. Donc il y a vraiment des services et des départements très très distincts. Et moi, j'étais dans le service culturel, en particulier pour la musique. Après, il y avait... Enfin, il y a toujours d'ailleurs quelqu'un qui s'occupe du cinéma, plutôt, quelqu'un qui s'occupe des expos et des conférences, tu vois, voilà, c'est vraiment, c'est un gros navire, quoi. Et à Fukuoka, bon, c'est pas parce que c'est la province, mais on fait un peu tout, quoi, tu vois. Donc, effectivement, alors, les cours de français, c'était rock'n'roll, parce que je suis arrivé le 8 septembre 97, un lundi, le mardi 9, j'étais déjà en cours j'avais jamais fait ça de ma vie, tu vois. Bon. J'avais cet avantage par contre de parler déjà japonais, donc c'était un peu plus simple pour casser et briser la glace. Ouais, bien sûr. Et puis après, on a fait un peu des petits événements culturels, effectivement, mais bon, les budgets, c'était pas les mêmes, quoi. En revanche, là où j'ai eu pas mal de bol, c'est que 1998, alors peut-être que les plus jeunes ne le savent pas, c'était l'année de la France au Japon. Une initiative de Chirac, à l'époque, qui avait donc... sur toute une année. En plus, j'ai fait de la radio pirate dans les années 80. Donc je dis, je peux parler devant un micro, il n'y a pas de souci. Elle me dit, ah putain, c'est super, machin et tout. Donc j'ai pris contact à l'époque avec RFI, Radio France Internationale. Ils avaient un département international, et l'idée c'était, quand il y avait une émission sur la musique française ou francophone qui naissait quelque part dans le monde, et ben d'alimenter justement en envoyant des samples, des échantillons de musique, de ce qui se faisait, machin. Et le gars, à l'époque, Jean-Jacques Dufayet, on va dire son nom, parce que c'était vraiment un type super,
il est à la retraite maintenant. Le mec était venu à Fukuoka exprès, tu vois, pour me rencontrer la radio et tout. Donc on avait monté un truc. Et donc du coup, j'avais un pied avec une boîte japonaise, puisque cette radio c'est une boîte japonaise. Et je suis resté à bosser comme ça. D'accord. Et un peu à l'institut et beaucoup à la radio à la fin de mes obligations militaires, quoi. Et puis après, de fil en aiguille, bon, j'ai eu l'occasion de trouver des plans au niveau de la radio aussi, mais plutôt sur Tokyo. D'accord. Et donc c'est ça un peu qui a déclenché mon envie de venir sur Tokyo. Et puis, en fait, une fois à Tokyo, je me suis dit, bon, l'expérience à Fukuoka, ça va m'aider, machin et tout. En fait, ça m'a rien aidé du tout. Quand tu arrives à Tokyo, tu remets tout à zéro. Et d'abord, tu fais tes preuves. Et puis après, on verra, quoi. D'accord. Donc, comme il fallait bouffer aussi en même temps, j'ai réussi à me faire engager en local par l'Institut français de Tokyo. Et j'y suis resté presque 20 ans, quoi. D'accord, ok. Voilà. Donc après, j'ai fait plein de trucs, ouais, effectivement. Pour revenir aux amours premiers, qui étaient de dire, bon, je deviendrai prof de japonais. C'était vite parti derrière, parce qu'en fait, en arrivant au Japon, j'ai découvert plein de domaines auxquels j'aurais peut-être jamais eu accès si j'étais resté en France ou ailleurs, tu vois. Mais le fait d'être gaijin, de parler japonais, bah voilà, ça a quand même aussi beaucoup aidé sur plein de trucs, quoi. Sans essayer de devenir japonais, par contre. D'accord. Ça, c'est un truc, alors j'en rigole, je dis, moi je suis totalisé, hein, tu vois. Bien sûr, tu me dis rendez-vous à 13h, à 12h50, je suis déjà là, tu vois. Mais bon, il y a des trucs comme ça, mais non, le truc important, ça, pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient venir s'installer au Japon, se fondre dans la culture, c'est une chose, perdre sa culture à soi, ça, c'est autre chose. Il faut surtout jamais dévier de ses racines. Puis c'est un avantage souvent d'avoir sa propre identité, d'être un... Ouais, et puis c'est aussi ça peut aussi être justement, quand tu es dans une situation un peu délicate, de dire ah ben désolé, je savais pas. Je suis pas japonais. Bon, mais c'est pas une raison pour en abuser non plus, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et à la fin de tes études, à la fin de ton année à Matsumoto, tout ça, tu parlais déjà parfaitement japonais? Ouais. Déjà. Alors en fait, Matsumoto, en fait, il y avait déjà 5 ans d'enseignement théorique de Langzo dans la tête. D'accord, ok. Et il manquait plus qu'à mettre tout ça en pratique, si tu veux. Et c'est vrai qu'en arrivant dans un environnement où Matsumoto, à l'époque, des Français, il y en avait 2, dont moi. Ouais, donc là, si tu veux, on se voyait évidemment de temps en temps, mais les occasions de parler français étaient très très rares. Bien sûr. Et c'était un bien, d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, toute cette théorie accumulée pendant des années à l'INALCO, mec, tu la mets en pratique, en 3 mois, ça y est, moi j'étais fluent, quoi, tu vois. Okay. Donc, c'est arrivé très 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 vite, quoi. D'accord. Très 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 vite, ouais. Bien. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Alors, donc je te dis, j'ai fait toujours plein de trucs. Et puis, donc tout en continuant de travailler à l'Institut de Tokyo. Alors, il y a eu 2 voies qui se sont distinctement séparées, enfin séparées mais qui se retrouvent. C'est la traduction de manga et le rakugo. D'accord. Alors, est-ce que tu peux expliquer rapidement le rakugo, ce que c'est? Oh bah venez me voir en spectacle, hein. Je serai en France en juillet et au Canada au mois de mai, hein. Mais bon, on vous donnera les dates sous la vidéo. Et puis le lien surtout vers son site. Ouais, non, le rakugo c'est une forme, alors c'est très vieux, hein, ça date de l'époque Edo, en tout cas sous la forme que l'on connaît aujourd'hui, et c'est du storytelling en fait, pour faire simple, hein. C'est du conte humoristique raconté à la japonaise, donc ça veut dire qu'on est habillé en kimono, assis sur les genoux, et il y a peu de narration, c'est plutôt des personnages qui vont raconter une histoire, donc il faut avoir aussi des petites notions d'interprétation, parce que tu vas devenir tous les personnages que tu racontes, et c'est eux qui vont faire évoluer cette histoire. Donc c'est un peu un mélange de conte, de acting, de pantomime aussi. Et puis tu n'as que 2 accessoires, donc un éventail et un carré de tissu, qui vont permettre de faire ce qu'on appelle le mitate, c'est-à-dire de faire imaginer au public ce qu'on a dans les mains et les situations que l'on est en train de jouer. Donc si tu veux, on suggère, le public imagine. Donc mes baguettes, mon éventail peut devenir des baguettes pour manger, une pipe pour fumer, un sabre, etc., etc. Bon. Donc ça, c'est pour le rakugo. D'accord. La traduction de manga, c'est pas la peine d'expliquer, non? Si. Et en fait, c'est lié. C'est lié d'abord parce que le point commun à tout ça, c'est quand même l'amour de la langue. Bien sûr.
qui a toujours été là, finalement. Tu fais du rakugo en japonais. Alors, j'ai appris en japonais au début. Depuis, je m'y suis mis en français, puis je m'y suis mis depuis 5 ans aussi maintenant en anglais. Oh, d'accord. Donc voilà, mais effectivement, l'approche initiale, elle était en japonais, quoi. Si tu veux, ça a aussi été à un moment donné une espèce d'extension dans la continuité de l'apprentissage du japonais, quoi, parce que bon, tu l'as connu aussi, toi, tu es encore un peu plus jeune que moi, mais tu as connu la crise de la quarantaine. En te disant, merde, qu'est-ce que je fais? Je continue comme ci, je continue comme ça. Est-ce que je vais finir ma vie à l'institut? Qui était très bien. Enfin, je veux dire, j'ai passé des années super à travailler là-bas, tu vois, mais bon, il y a eu cette remise en question existentielle, on va dire, et à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour continuer à apprendre le japonais de façon... Parce que bon, ne vous leurrez pas, le japonais, vous savez quand vous commencez, mais quand vous refermez derrière vous, vous n'aurez pas fini. Ça, c'est... sans fin. C'est sans fin, quoi. Bon, dans le rakugo, d'après ce que je connais, j'ai vu 2 fois des spectacles de rakugo. Ouais. Mais tu as les contes classiques et puis tu as les contes modernes. Ouais, tu as les shinsaku, ouais. Et est-ce que dans les contes classiques, c'est un japonais différent, du coup? C'est un japonais qui n'avait pas étudié? Effectivement, dans l'absolu, il faut savoir que le japonais qu'on nous enseigne de nos jours, on appelle ça le japonais standard. C'est la langue de Tokyo, mais en fait, le japonais, c'est un concentré de dialectes, partout où on va. Bon, il se trouve que donc, le Edo-ben, le dialecte de Edo, qui est de nos jours donc, la langue de Tokyo et la langue standard officielle, ça pas été le cas toujours. Hein. Je veux dire, à l'époque où Kyoto était la capitale du Japon, la langue officielle, c'était ce qu'on appelle le Kyoto-ben, donc le dialecte de Kyoto, tu vois. Donc, bon, ils ont eu du bol que maintenant, ça se passe à Tokyo, mais le Osaka-ben, le dialecte de Osaka, ça pourrait être la langue officielle qu'on nous apprend dans les manuels si la capitale avait été à Osaka. Bref, je digresse un peu, mais l'idée, c'est ça. Donc, si tu veux, à l'époque de Edo, donc au XVIIe siècle, on avait ce qu'on appelait le Edo-ben, avec effectivement des mots, des tournures de phrases qui ne sont pas vraiment la langue de Tokyo officielle et standard. Donc oui, dans l'absolu, il faut que tu apprennes dans le Edo-ben, quoi. Et quand tu fais du rakugo de Osaka, puisqu'il y a 2 courants, en fait, Tokyo et Osaka, donc Edo et Osaka, c'est encore pire parce qu'il faut apprendre dans la langue de Osaka de l'époque. Donc, Nantoka Yasaka Ina toka. Donc, bon, au début, tu te dis, waouh, c'est quoi ce truc, quoi. Bon, voilà. Donc, ça, c'est pour te poser les bases. Alors, pour te faire le lien entre le rakugo et la trad de manga, c'est que, bon, moi, j'ai découvert le rakugo quand j'étais étudiant. J'ai étudié un auteur moderne qui avait été énormément inspiré par le rakugo, qui en parlait dans ses essais, tout ça. Donc, bon, tu étudies la vie de ce mec et tu te dis, putain, c'est quoi le rakugo, machin, alors. On est au milieu des années 90, hein, donc Internet, bien sûr. Tu t'accroches, et les infos en français, tu t'accroches aussi. Donc j'ai dit, putain, c'est quoi ce truc rakugo et tout. Et c'est resté assez longtemps sans vraiment trop savoir de quoi il s'agissait. J'ai découvert, je te la fais courte là parce que ça fait déjà 4 heures qu'on parle. J'ai découvert le rakugo dans un premier temps à la télé. Donc dans une émission qui s'appelle Shoten, que tu as dû voir, hein, c'est tous les dimanches ce soir. C'est diffusé. Voilà, 60 ans d'existence, je crois que c'est l'émission la plus vieille au monde. Et après, en vrai, en fait, en venant à Tokyo en 2001, donc dans des yosei, des théâtres de rakugo. Et si tu veux, entre le moment où j'ai découvert ça dans les papiers, dans les mémoires de ce mec dont j'étudiais la vie, il s'est passé, allez, 8-9 ans à peu près, sans vraiment trop savoir ce que c'était. Et en voyant le truc, j'ai dit putain, mais c'est génial ce machin. Le mec, il est seul, il fait rire la salle et tout, tu vois. C'est comme un one-man show en fait. C'est un one-man show. Le mec, il est assis, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de mouvement, ça dépend des compteurs si tu veux. Mais c'est vrai il n'est pas debout, il ne va pas courir sur la scène. Exactement. Mais tu peux courir sur ton coussin quand même. Parce qu'on est assis sur un gros coussin. Et putain, c'est génial, je vais faire ça, quoi. Et puis après, me renseignant l'un dans l'autre, je me suis dit, en fait, j'ai découvert qu'il n'y avait pas, donc il y a des courants dans rakugo, mais il n'y a pas d'école dans le sens bâtiment où tu vas payer, je sais pas, 400 € par mois à un mec pour t'apprendre 1 heure ou 2 heures de rakugo par semaine, tu vois. Parce que souvent, dans le rakugo, tu as un maître qui est disciple. Et c'est exactement, quand j'ai compris qu'il fallait devenir disciple d'un maître et que tu en avais pour 15 ans de formation et que tu en as déjà pour 3 ans à plier les kimonos et repasser les chaussettes et à servir le thé avant que le mec t'apprenne l'histoire, j'ai dit ciao, adieu les falabraques, c'est pas pour moi, quoi. D'accord, ok. Et donc du coup, j'ai un peu laissé tomber cette option, mais j'ai quand même continué à aller
régulièrement dans les IOC, voir comment ça se passait, tout ça. Et finalement, indirectement, j'ai commencé un peu à retenir. Parce que quand tu vas dans des IOC, c'est toujours les mêmes histoires souvent qu'on joue. Parce que le temps est compté de passage sur scène. Donc, tu peux pas faire 36 000 histoires. Donc, c'est souvent les mêmes, mais jouer un peu différemment parce que, en fait, c'est ça l'essence du rakugo, c'est que c'est tellement des histoires humaines que les interprètes, comme on est tous différents, vont faire la même histoire différemment. Et c'est ça qui est super agréable, en fait, quand tu rentres un peu dans le truc. Et donc, bon, j'avais, on va dire, une éducation un peu de la théorie, un peu comme les Langso, tu vois. J'avais un peu de la théorie qui s'accumulait sans que je m'en rende compte. Et en 2009, je rencontre un maître de Osaka, donc les Marseillais du Japon. Les Marseillais du Japon. On dit souvent ça. Voilà, et j'explique un peu ce qu'on est en train de dire, alors pour le coup en japonais. Et j'ai dit, ouais, tu comprends, la formation et tout, ça me... Hein? Et il me dit, ah, mais tu comprends, cette formation, c'est un truc de Tokyoïte, nous à Osaka, on est plus cool et tout. Et moi, putain, je l'ai pris au pied de la lettre. Je dis, ah ouais. Je dis, bon, écoute, j'ai tout mon temps, on va se bloquer une année, je vais venir une fois par mois à Osaka, donc j'habitais à Tokyo à l'époque. Une fois par mois, je fais l'aller-retour et tu vas m'apprendre les bases du rakugo et une histoire. Et le mec, bon, moi, il est un peu filant, j'ai fait un petit billet et tout, mais bon. Et donc, on fait ça en 2010 et je me dis, bon, l'année prochaine, on va organiser le Happyokai, la première scène, machin et tout. Je fais venir le maître de Osaka aussi, on organise ça pour février-mars, tu vois. Bon, février-mars 2011. Mars 2011. Petit événement. Voilà, il y a eu un petit événement, le Tchernobyl du Japon, quoi. Donc évidemment, les mecs, ils avaient autre chose en tête que de faire du rakugo, et moi aussi. Et donc du coup, ça a repoussé, mais voilà, on a réussi quand même à faire cette soirée en octobre 2011. Donc première scène, où j'étais, mais alors, mauvais, j'ai jamais été aussi mauvais de ma vie, mais enfin, à un moment donné, il faut bien se lancer, tu vois. Et après, en fait, tout s'est enchaîné assez rapidement, parce que dans le même temps, j'ai rencontré un maître, alors ce coup-ci de Tokyo, qui lui faisait des tournées en France, et il me dit, écoute, j'aimerais bien que tu viennes avec moi pour coordonner, organiser, trouver des salles, les machins et tout. Puis ça a commencé un peu comme ça, petit à petit, à mener un peu cette carrière de coordinateur, et en même temps de développer, moi, mon répertoire en japonais, si tu veux. Après, j'avais la base, tu vois, donc je me suis un peu démerdé tout seul pour apprendre des nouvelles histoires. Et puis, de temps en temps, quand les maîtres, ils avaient un peu 2-3 minutes, je leur montrais, ils me disaient, bon là, tu pourrais faire comme ci, comme ça. Donc, mais toujours très bienveillant, tu vois. Et donc, j'arrive au lien avec le manga. Un jour, on doit être en 2012, ou 2013, ouais, 2012. Je découvre un manga sur le rakugo, qui s'appelle Doraku Musuko. Donc, le disciple de Doraku en français. Et alors le manga à l'époque, j'y connaissais mais rien du tout. Et jamais lu de manga. Et puis ça m'intéressait pas plus que ça. Bon, je vois ce titre, je me dis merde, c'est ça qu'il faut faire, c'est traduire un manga sur le rakugo pour faire connaître cet art au public francophone. Parce que même si c'était pas un domaine qui m'intéressait, je savais quand même que le manga c'était quand même un truc important, tu vois, en France. Je regarde, j'achète le manga, bon, je dis ouais. Un truc un peu, c'est bien documenté, tu vois, c'est une histoire fictive, mais un peu documentée. Je dis, c'est bien pour une approche. Je dis, putain, ouais, il faut le traduire en français, ce truc. Donc je regarde à la fin du manga, Shogakukan, un dinosaure de l'édition du manga au Japon. J'avais interviewé un éditeur de Shogakukan, c'est un de mes élèves de français. Et j'étais allé à Shogakukan et on a fait une interview. C'est énorme, hein, là-bas. C'est énorme, ouais. Bah, tu sais, Shogakukan, il y a Conan. Mais tu as traduit les Conan? Alors justement, j'en viens. Là, là tu me prends la chute avant l'arrivée, là, justement. T'as les Doraemon. Enfin, Doraemon, c'est une institution. C'est énorme. C'est le plus gros animé. Tous les enfants ont grandi avec ça. Exactement. C'est un monstre de l'édition au Japon. Absolument. Et donc, qui dit monstre, dit aussi parfois un peu usine à gaz, quoi, tu vois. Donc, pour trouver le mec qui correspond. Bon. Donc, j'appelle Shogakukan parce que tu as le numéro à la fin du manga. Et je dis bonjour, je voudrais entrer en contact avec le ou la responsable de ce titre Doraku Musuko. Bon, c'est de la part de qui? Ambassade de France. Merci de me connecter. C'était pas un mensonge. Hein. Non, sur notre carte d'Institut français, puisqu'on est en lien avec l'ambassade, on avait la Marianne et tout, tu vois. Donc bon,
Ah bon, français, Bon, il me connecte avec le mec, je dis on organise un rendez-vous, j'arrive. Et le mec, il me dit, mais qu'est-ce que me veut l'ambassade de France quoi, tu vois. Je dis non mais laissez tomber, c'est pas pour ça que je viens vous voir, je vous explique. C'est juste pour ouvrir la porte. Voilà, et donc je lui dis, c'est le genre de truc qu'il faut pas faire normalement au Japon, hein. On n'y va pas comme ça de front, mais bon bref, là j'avais pas trop le temps. Et le mec, il me regarde avec des yeux comme ça, il me dit, mais de quelle planète il vient lui, quoi, tu vois. Je dis, ouais, vous comprenez, il faut absolument traduire ce truc en français, machin. En plus, le Rakugo, il doit se dire le Rakugo. C'est ça. Jamais ça. Après, le type, bon, très sympa, évidemment, il me dit, bon, écoutez, je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est sûr qu'en tant que Shogakukan, si un titre aussi niche sort dans une autre langue que le japonais, on est content, mais il faut que vous trouviez un éditeur en France qui va être intéressé. Ah, j'ai dit d'accord, ça marche comme ça, pas de souci. Enfin, pas de souci. Ouais, pas de souci. Donc à l'époque, pas de connexion dans le manga, ni encore moins dans l'édition en général. Bon, bref, donc j'ai galéré 2 ans, je te la refais courte. D'accord. Parce que ça fait 6 heures qu'on parle. On arrive au bout de 2 ans, j'ai quand même réussi à sortir. Enfin, c'est pas moi, mais j'ai trouvé un éditeur qui a sorti ce manga en édition française. Mais pendant ces 2 ans, donc j'ai fait des démarches. Quand j'étais en France, j'essayais d'organiser des rendez-vous, des machins et tout, avec plein d'éditeurs. Et les mecs, ils te disent ah, Pierre Rakugo, qu'est-ce que c'est ce truc non, merci, au revoir. Et un jour, je reçois un mail de Kana Édition, donc c'est le groupe d'Argo, donc franco-belge, tu vois. Et les mecs me disent bon, écoutez, le Rakugo, bon, ça nous inspire pas toujours pas. Par contre, on a un titre là dans notre catalogue qui est en berne là, et on cherche quelqu'un pour le reprendre parce que le traducteur d'avant n'est plus disponible. D'accord. Bon, est-ce que ça vous intéresse? Tu craches pas sur du boulot, tu vois. En plus, c'est un pied dedans. Le mec, il m'envoie le truc, mais bon, je te dis, le manga, c'était toujours pas bon, pas plus que ça, tu vois. Mais le mec, il m'envoie, il me dit, vous pouvez faire un test. Je dis, ouais, envoyez-moi le test. Et le test, Détective Conan. Ouais, putain, ok. Ah, j'ai dit, mais attends, même pour moi qui suis un ignare de chez Ignare en manga, j'ai dit, putain, mais tu vois, ça me parle quand même ce truc. Donc je fais le test et voilà, et du coup, ça s'est bien passé. Je me suis retrouvé comme ça à reprendre au tome 75. Et donc combien maintenant alors là, j'ai acheté récemment le 108. Ouais. Bon, j'ai pas encore de calendrier de livraison, mais donc ça fait plus de 30 volumes que je m'occupe de Conan. Et si tu veux, de fil en aiguille, effectivement, même si c'est pas One Piece, ça reste quand même un manga. Alors au Japon, c'est une institution. Il y a le film qui sort chaque année pendant les vacances scolaires. T'as les Stamp Rally là, partout. Il y en a en ce moment, j'ai vu ça là sur Tokyo là. C'est une institution. C'est vraiment une institution. Donc les Japonais, quand tu leur dis je traduis Conan en français, ils disent ouais, c'est clair. Et en français, bon, ouais, les gens qui connaissent, ils disent ah ouais, bon, c'est bien, mais bon, c'est un peu moins réactif, on va dire. Mais bon, du coup, ça reste quand même, si tu veux, un titre phare. Bien sûr. Et à partir de là, ben, ça m'a permis d'approcher un peu d'autres maisons, de rencontrer des gens qui disent ah bon, ben, tiens, vous voulez pas traduire. Et du coup, j'en suis devenu à bouffer avec ça, en fait, tu vois. Okay. Et la chute, c'est que le Rakugo mène à tout, tu vois. Si je m'étais pas intéressé au Rakugo, je serais jamais devenu traducteur de manga, quoi. Et pour la petite anecdote, alors autant le disciple de Dolaku, bon après il y a eu des complications entre maisons d'édition, mais on va pas rentrer là-dedans. Malheureusement, la série a capoté, mais bon, il y a quand même 3 tomes qui sont sortis en français, mais surtout, il y a eu un intérêt, je ne sais pas comment, mais il y a eu 2 autres titres sur le Rakugo qui sont sortis en l'espace de 10 ans, tu vois. Donc le Rakugo à la vie, à la mort, que j'ai traduit en français, et surtout en ce moment, Akane Banashi. Ah oui, c'est sur Netflix aussi. Voilà, il y a un animé qui a commencé là en avril, et là tu vois, tu te dis, bon merde, les mecs ils ont aussi un peu changé leur fusil d'épaule, c'est intéressant de voir que... Alors le Rakugo c'est pas non plus une institution comme ça peut l'être au Japon, mais en l'espace de 10 ans, bon, on a quand même 3 titres en français sur le sujet. Moi, j'ai la chance d'aller régulièrement en France maintenant, ou en tout cas dans des pays francophones aussi, pour faire des spectacles, des ateliers pour les enfants, des conférences, tu vois. Donc, ça commence un peu à grandir.
Bon, c'est pas jusqu'à quand, mais bon, moi, tant qu'il y a du kérosène, il y a du rakugo, donc j'irai partout, tu vois. Ok. Donc il y a une belle évolution quand même, tu vois, c'est cool. auquel on ne s'attendait pas spécialement, Bah, c'est clair. à tel point que j'ai pu en arriver à me dire, il y a 5 ans, alors il faut savoir, il y a 5 ans, c'était en 2021, on était encore dans le Covid au Japon, dans le sens où on n'a pas vécu de confinement aussi strict que ce que les gens ont pu connaître en France, mais le confinement il était un peu extérieur dans le sens où le Japon était littéralement fermé, plus aucun artiste et plus aucun touriste qui pouvait venir, et en 2021 c'était encore le cas. Hein. Et moi mon boulot quand j'étais à l'Institut, ça consistait quand même avant tout à accueillir des gens, et là je commençais à me tourner les pouces, mais tu vois, gravement. Et bon, il y a eu un aléa de vie qui fait que il y a eu l'occasion d'aller s'installer à Osaka. D'accord. Je me suis dit, bon, on va y aller. Hein. Donc j'ai quitté mes fonctions à l'Institut. J'avais un calendrier de manga genre de 6-7 mois à l'avant. Je me suis dit, bon, dans 6 mois, j'aurai le temps de voir comment vont être... se profiler les 6 mois suivants, tu vois, et effectivement j'aime bien bosser 6 mois, 1 an à l'avance, tu vois, faire des calendriers, des trucs comme ça. Et donc voilà, donc je suis allé à Osaka et on y est très bien. À Osaka aussi, ouais, c'est très sympa. Tu préfères quoi entre la vie, alors, les deux ont des avantages. Bien sûr. Mais si tu devais résumer... Disons qu'au quotidien, la vie à Osaka est quand même beaucoup plus relaxe, parce que c'est quand même une ville, c'est une grande ville évidemment, mais je veux dire, de toute façon, en dehors de Tokyo est extrême dans tous les sens, quoi. En matière de taille, en matière de population, en matière aussi d'accès à la culture, évidemment. Donc en bien et en moins bien, tout est extrême à Tokyo. Donc à partir du moment où tu sors de Tokyo, franchement, pour la vie au quotidien, c'est super bien. Après, évidemment, quand tu es dans une dynamique professionnelle, artistique, culturelle, ça reste quand même à Tokyo que ça se passe. Et dans l'absolu, si tu veux, bon, moi j'ai de plus en plus de dates, on va dire, de boulot physique, donc des spectacles de rakugo et tout ce qui est en lien avec, à l'étranger. Donc dans l'absolu, être à Osaka, à Tokyo ou sur la Lune, ça change. Pardon, je te ça change pas beaucoup, voilà. Après, c'est vrai que pour tout ce qui est spectacle, donc en japonais, au Japon, ça reste quand même essentiellement sur Tokyo, quoi. J'ai peu de spectacles sur Osaka. Bon, j'en ai encore un peu sur Fukuoka parce que bon, j'ai un amour particulier pour cette ville, donc j'ai encore des relations très fortes. Et puis l'avantage de tout ça, c'est que Osaka est extrêmement central. T'es à 2h30 de Tokyo, t'es à 2h30 de Fukuoka, t'es à 1h de Kyoto, t'es à 20 minutes de Kobe depuis la Osaka Station. Donc c'est assez stratégique aussi comme positionnement, même si en soi, parce que bon, les mecs d'Osaka, ils ont un peu des oursins dans le portefeuille, tu vois, donc c'est un peu compliqué pour organiser des trucs. Après, avec le surdéveloppement du tourisme, là, en ce moment, moi, je fais pas mal de trucs privés aussi, justement, pour les touristes. Des trucs de découverte. Bon, c'est 3 personnes, hein, c'est des familles, mais bon, les gens payent pour avoir une expérience unique, un truc comme ça. Donc, un peu sur Osaka, beaucoup sur Kyoto, évidemment, parce que Kyoto, quoi. Les gens, ça leur parle, hein, et donc on fait ça en français, en anglais, dans une maison de thé qui s'appelle Mandalacha, qui est tenue par un Français, justement, donc à Kyoto. Si vous voulez tout connaître du thé, allez-y, c'est vraiment super. Hein. D'accord, voilà. bien, bonne adresse. Ouais, à connaître. Et une petite question sur, tout à l'heure tu parlais de la traduction de manga. Est-ce que l'arrivée de l'IA, tout ça, ça te menace, ça t'inquiète, ou pour l'instant c'est pas encore d'actualité? Alors, je pense que la menace, elle n'est pas nouvelle non plus. Si tu veux, l'IA, ça n'existe pas depuis 6 mois, quoi. Ouais, les traductions, ça fait quelques années déjà. Voilà. Alors, effectivement, pour tout ce qui est, on va dire, technique, manuel, des trucs comme ça, tu vois, si tu dois traduire des manuels d'utilisation de frigidaire ou des trucs comme ça, bon, effectivement, on a encore un peu la chance d'être dans un milieu, on va dire, artistique, où il faut quand même avoir une fibre humaine et transmettre des émotions. Il y a plein de nuances qui doivent être. Et il y a quand même beaucoup. Passer au-dessus des... Voilà, donc on a quand même eu, je pense, encore un peu de temps devant nous. Après, ça dépend aussi, tu vois, de l'approche
et de la façon dont vont réagir les maisons d'édition en France, parce que finalement c'est eux nos employeurs. Bien sûr. Si les mecs se disent bon, on veut tout couper, machin, et puis on va faire que de l'IA, bon, c'est aussi un risque à eux qu'ils vont prendre, tu vois. Je pense pas que, enfin, moi je travaille avec des maisons qui font vraiment des travaux de qualité, tu vois. Je pense pas que les mecs ils vont quand même se fourvoyer là-dedans. Pour l'instant, t'as pas eu. Pour l'instant, j'ai pas. Et alors j'ai même justement un contre-exemple qui m'a fait assez rire, c'est que donc je te parlais de ce titre tout à l'heure, Akane Banashi sur le Rakugo. L'édition française est sortie en octobre 2023. Et à l'époque, la maison donc qui a les droits en France, qui s'appelle Kiun, qui est, on va dire, l'équivalent de Shogakukan, c'est le dinosaure dans le manga en France. Mais c'est moins usine à gaz quand même, on peut avoir accès à eux plus facilement. Bref. Kiun avait loué l'Olympia pour faire la soirée de lancement. Donc, va à l'Olympia, joue à l'Olympia, super soirée de 2h30. Il faut pas semblant. Ah non, c'était un truc, j'ai dit, oh putain, quand même, mec, bravo quoi. Bon. Donc évidemment, ça a eu un petit buzz aussi en France et puis surtout au Japon, parce que si tu veux, tout ce genre de planification, de promotion, il faut que ça soit validé par les Japonais. Donc au Japon, c'est Shueisha, autre dinosaure de l'édition au Japon, et donc par le sensei qui écrit le manga. Il faut que tout ça soit validé pour qu'on y arrive. Bon, alors la soirée était un succès, machin et tout. Et donc ça, c'est en octobre 2023. Et quelques tomes plus tard, donc le tome 17 exactement, l'héroïne Akane Banashi va terminer sa formation par hasard à Paris. Et elle va se produire à Paris dans une salle. Alors, c'est pas écrit explicitement l'Olympia, mais tu reconnais dans le dessin, dans le manga, la salle s'appelle Bruno, donc référence à Bruno Cocatrix, donc tu vois, le patron à l'époque de l'Olympia, machin. Et en fait, le clin d'œil est génial, parce que tu dis, bon, la maison d'édition française, elle a fait un événement à l'Olympia qui est repris dans le manga original, dans la trame narrative. C'est vachement beau, en fait, comme histoire, tu vois. Et donc ce tome 17, quand il sort au Japon, je suis contacté par, je ne sais plus si c'était Shueisha ou enfin je ne sais plus qui, enfin la boîte de prod en fait, qui me dit voilà, on va fabriquer une vidéo de promotion de 1 minute 20 pour ce tome, donc où elle va à Paris, et on voudrait la narration en français. Donc, est-ce que vous pouvez l'assurer? Ah, j'ai dit, il n'y a pas de souci, machin et tout. On vous mettra le lien aussi. On mettra tout au-dessous. Putain, j'ai l'impression de me prendre. Je me prends pour Guillaume Play, tu sais, c'est Legend là aussi. Tu sais, tu mets. On vous mettra le lien en description avec les petits cheveux. Les petits cheveux. Il est sympa. Enfin, il a l'air sympa, ce Guillaume San aussi. Bref. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc. Et les mecs, ils m'envoient. Ils me disent voilà, alors on a préparé un scénario, donc un script dessiné, machin, et une traduction de ce que vous allez dire. Ok, il m'envoie la traduction. Je dis, vous avez fait ça par une IA, c'est pas possible. Ah, il me dit, ouais, il me dit, mais ça va pas. Ah, j'ai dit, c'est horrible, quoi, c'est horrible. Parce qu'en plus, les mecs, ils te disent, vous voyez, comme c'est en français, ils vont quand même mettre des sous-titres en japonais. Et ils veulent que la narration française, elle tombe au moment du... Je dis, mais là, avec de l'IA, vous allez jamais y arriver. Je dis les nuances, la pause dans la narration, enfin, on peut pas demander ça comme ça, quoi, tu vois. Donc en plus, ça bossait à la japonaise, tu vois. Donc les mecs, ils t'envoient le script, il fallait que ça soit enregistré pour hier, tu vois. Bon, bref. J'ai dit là, écoutez, débloquez un petit budget pour la trad et je vais vous la faire aussi, parce que là, on va pas s'en sortir, quoi. Et effectivement, au final, on est arrivé à... Bon, tout le monde était content du résultat, machin et tout. La narration colle bien sur le moment du... Et puis, tu as des tournures de phrases à refaire, enfin, tu as des nuances à apporter, tout ça. Et là, je me suis dit, bon, ça va. On a encore un peu de temps devant nous, quoi. Mais bon. Surtout du français au japonais. Alors voilà, effectivement, quand tu es sur du anglais, français, espagnol, italien, bon voilà, les langues asiatiques, c'est quand même. Mais rien que le verbe à la fin, quoi. Déjà, rien que ça, la structure de la langue, la fin, c'est exactement. Voilà. Donc tout ça, c'est quand même. D'accord. Donc t'es pas trop inquiet pour l'instant. Non, pour l'instant, ça va. Il y aura toujours des gens sérieux qui voudront faire du bon travail. Alors ça, c'est pour le manga. Et puis après, il y a toujours, si tu veux, moi,
la plupart des boulots que je fais maintenant, alors je schématise, hein, mais en gros, tu as le Japon d'un côté, la France de l'autre. Ça parle pas japonais, ça parle pas français. Je suis au milieu, si tu veux. Il n'y a pas que... Il y a ce boulot-là, évidemment. Pas l'interprétariat bête et méchant. Mais non, mais il y a ça aussi, justement, des boulots d'interprète, tu vois, d'entremise, de connexion, quand tu peux le faire, hein, tu vois. J'aime bien, je sais pas si tu as connu un gars qui s'appelait... un des pères fondateurs de Radio Nova à Paris, DJ Rémi Kolpakopoul. Bon, un grand monsieur, bon, il est décédé, un grand monsieur, c'est lui qui a beaucoup contribué aussi à faire connaître la musique contemporaine, moderne, électronique et brésilienne en France. Okay. Et donc, bon, Radio Nova, c'est quand même une référence. Hein, et Rémi, sur sa carte de visite, il y avait écrit connexionneur professionnel. Ah, c'est joli. C'était magnifique parce que le mec avait un carnet d'adresse de ouf, tu vois, Radio Nova à Paris quand même. Et il mettait les gens en connexion quand il voyait que ça pouvait matcher et tout. C'était alors à mon moindre niveau, mais quand je peux faire ça aussi, tu vois, j'aime bien. Parce que bon, tu vois, on parle un peu de la vie au Japon. Hein, c'est le but aussi de la. Tu te rends compte finalement que les Japonais, bon les Français aussi peut-être des fois, mais les Japonais ils aiment bien, tu vois, cloisonner, catégoriser, machin et tout. Et parfois pour faire des ponts, c'est plus souvent les gaijins qui vont faire des ponts qu'entre Japonais, parce que les mecs ils se parlent pas trop, ils se disent voilà il va me bouffer mon truc. Bon ça arrive en France aussi, tu vois, mais on est quand même un peu plus fluide je trouve sur les relations, tu vois, la communication, les trucs comme ça, quoi. D'accord. Donc voilà, donc quand on peut le faire, on le fait aussi, quoi. Même entre Japonais, quoi. D'accord, ok. Une dernière question sur la traduction. Quand tu dois traduire un manga, Conan, tu es seul dessus? Est-ce que vous êtes plusieurs à traduire le manga? Et combien de temps ça prend? Alors, je suis seul. Donc après, il y a un deuxième temps, une fois que la traduction est faite. Parce que même si tu relis un peu toi-même et tu essaies de faire un travail assez proche de la réalité de ce qui va être imprimé, tu es toujours un peu la tête dans le guidon. Et à un moment donné, il y a des trucs qui vont t'échapper de toute façon. Donc la deuxième étape, c'est qu'il y a une correctrice ou un correcteur qui va repasser derrière, qui souvent ne capte un beignet en japonais, par contre, qui est extrêmement bon en français. Parce que la traduction c'est ça aussi finalement, il faut surtout être bon en français dans l'absolu. Voilà, si c'est pas fluide pour le lecteur français, parce qu'il faut se mettre dans la peau du lecteur français qui lui n'a aucune notion de japonais en général évidemment. Et pour lui il faut que ça soit fluide quoi. Tu vois, si toutes les 3 cases t'as une référence parce que c'est un mot japonais qui n'a pas pu être traduit ou quoi, bon tu t'en sors plus quoi. Et puis après dans la fluidité du français aussi, parfois il faut passer derrière, ce qui est normal. Bien sûr. Si tu veux, ce qui est long, ça va être le moment où il faut tout mettre dans ton fichier Word. La traduction en tant que telle, c'est pas si long. Traduction en tant que telle, ton expérience. Alors il y a l'expérience, il y a aussi le fait que quand tu vas t'atteler à écrire, on va dire que ça te prend 3 jours, quoi. 3-4 jours, parce que Conan c'est dense. Hein. Le pitchon là, il t'en fait des bulles. Parce que Conan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ado qui est devenu un enfant. En apparence d'enfant. Une apparence d'enfant. Mais il fait beaucoup d'enquêtes. C'est un ado détective. C'est un ado détective, c'est détective Conan. Voilà. Et donc il y a beaucoup de vocabulaire de police, d'enquête, de procès. Et puis il y a tout le raisonnement si tu veux, donc ça prend beaucoup de place. Bien sûr. Et c'est du Conan. Conan, Sir Arthur Conan Doyle, il y a plein de références aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pas One Piece, c'est pas... Non, tu regardes un Hercule Poirot, si tu parles pas l'anglais ou le français quand c'est sous-titré, tu as du mal aussi. C'est un peu ça. Non, mais c'est un peu l'idée. C'est assez compliqué. Et donc si tu veux, en fait, le fait d'écrire, ça prend pas. Après, en soi, quel que soit le manga de toute façon, normalement, quand tu te retrouves dans ton ordi et que tu vas commencer à taper ta traduction, elle est plus ou moins faite, on va dire, à 85% dans la tête, parce que tu vas avoir passé du temps à lire. Bien sûr. À t'imaginer un petit peu, quitte à mettre des notes en te disant... Parce que des fois, tu lis et tu dis « Putain, ça, c'est une bonne idée pour la trad », et puis dans 3 jours, tu auras oublié, tu vois. Donc, bon, tu fais un peu de là, en plus avec l'âge, tu n'en parles pas. Boquete mas. Boquete neng. Et donc, tu arrives à ce truc-là de te dire que, grosso modo, il me faut, on va dire, 1 semaine pour faire
un Conan, quoi. Ok. Tout compris, quoi, tu vois. Parce que tu numérotes aussi. Tu numérotes les bulles, les machins, tout ça que tu vas reporter. Ouais, c'est pas juste traduire ton... c'est adapter, on parle de ça, ouais. De caractère, tu regardes. Alors, ouais, ça c'est plus le boulot du graphiste. D'accord, ok. Si tu veux, si tu es un enfoiré de première en tant que traducteur, tu lui fais des phrases hyper longues, après tu dis tiens, démerde-toi pour mettre ça dans les bulles. Non, mais en fait, au début, je faisais pas gaffe à ça parce que tu es dans ton délire, tu écris machin et tout. Et j'ai eu l'occasion de faire de la traduction de jeux vidéo. Oui, ok. T'as traduit quel jeu alors c'est très obscur, hein. Il y a un truc qui s'appelle Danganronpa. D'accord, oui. Version 3. Ok. Et l'autre c'était, alors en anglais c'était Trails of Cold Steel. D'accord. Et c'est la version 3 aussi, je sais pas pourquoi j'étais abonné aux versions 3. Okay. Et là la petite digression, pour le coup, autant le manga on est seul, autant le jeu vidéo on est plutôt justement en équipe. D'accord. Parce que tu dois te retrouver, alors je me souviens... le boulot était partagé, c'était l'équivalent de 25 mangas en volume à traduire en 3 mois, quoi, tu vois, un truc comme ça. Donc c'était c'est autre chose. Bien. Et bref, et le jeu vidéo, donc c'est moins sexy parce que déjà t'as pas accès au jeu, machin et tout, parce que les mecs, ce truc du secret, du machin et tout, donc tu jongles sur des fichiers Excel. Donc fichiers Excel, il y a quand même plus sexy, tu vois. C'est moins fun. Alors au moins le manga, t'as le truc à côté, bon bref. Et donc moi je commence à faire mes trades, machin et tout, tournure de phrases, machin et tout, et puis il revient devant moi, il me dit bon, là il va... gentil, mais... ouais, parce que là c'est du sous-titrage en fait, tu vois, c'est comme quand tu fais du sous-titrage, t'as un limite, tu vois, si t'as 10 lignes sur l'écran, le mec, le jeu il en peut plus, quoi. D'accord. Et donc en fait ça m'a permis déjà de faire un exercice d'adaptation de ma propre traduction, mais il faut que ça reste compréhensible et surtout avec ce que veut dire l'auteur et que ça tienne sur 2 lignes maximum. Donc ça c'est un exercice auquel et du coup ça m'a un peu influencé. Alors j'ai plus fait de jeux vidéo parce que c'est trop épuisant. D'accord. Et du coup ça m'a aussi influencé sur la traduction de manga. Des fois tu te dis ah ouais, là quand même, à mon avis, il va en chier, là, le graphiste, là. Mais à contrario, pardon, j'en perds mon latin. T'as des moments où t'as des trucs en japonais, tu vois, Nanitozo, dozo, yoroshiku, onegai, moshi tate agemasu. Et la traduction en français, c'est merci. Quand tu dis, c'est clair. putain, le mec, il a 5 lignes en japonais, et l'autre, il m'a traduit ça avec merci. Donc la correctrice qui parle pas japonais, dit, il manque pas de traduction là. Ouais, c'est clair. Ah, je dis non madame, là je suis désolé, mais en japonais c'est comme ça. Tu vois. Donc tu as aussi ce genre de situation qui est plutôt cocasse. Et pour traduire, moi je dis souvent aux gens qui me donneraient, quand tu comprends le japonais, quand tu regardes un animé, un drama, qu'est-ce que ça change par rapport au sous-titre? Et je leur dis souvent, le niveau de langage utilisé par le personnage en dit énormément sur son caractère. Complètement. Et comment tu fais? Parce que souvent les sous-titres, il dit omae, kimi, il utilise plein de mots et tu traduis par tu. Bah, tu n'as pas le choix, de toute façon en français on n'a que ça. Hein, donc c'est moi, je, ou à la limite moi, je. Donc malheureusement, ou toi, tu dois perdre des nuances fatalement, quoi. Fatalement. C'est une fatalité. Tu as la première personne pour dire je en japonais. Bon, ça, tu la connais. Watashi, Atashi, Boku, Ore, Seisha, c'est les samouraïs. Bon. Et tu as, peut-être un qui revient le plus souvent, c'est Ore pour les hommes, plutôt, adultes, et Boku, plutôt pour les garçons, les petits garçons. Bref. On reste sur Conan. Tu as un personnage qui s'appelle Masumi Sera. Masumi Sera, donc c'est une lycéenne détective, mais quand elle parle d'elle, elle parle en Boku. Ah, ok. Elle dit beaucoup, elle dit pas Watashi. Et du coup, en japonais, ça donne un petit indice sur sa personnalité. Voilà, et donc les autres, quand ils parlent d'elle, ils l'appellent la Boku-chan. Ah, ok. Tu vois donc c'est la nana qui dit beaucoup en parlant d'elle, en fait. Alors, on va traduire ça en français. Bon. Alors, là, je sais plus si c'est moi ou si c'était mes prédécesseurs qui avaient trouvé la formule, mais on avait gardé pour Boku-chan, c'est le garçon manqué, quoi, tu vois. Alors là, en français, on a le truc, en plus, elle a les cheveux courts, tu vois. Donc quand les autres, ils parlent d'elle, ils disent, le garçon manqué, elle arrive en moto, ou le garçon manqué, elle a encore fait des siennes, tu vois, des trucs. Voilà, mais la nuance telle qu'elle est proposée en japonais,
tu pourras jamais la retrouver. C'est comme les mecs qui parlent en dialecte. Oui, voilà. Toujours en restant sur Conan, il y a Heiji Hattori, donc c'est l'équivalent de Conan. Conan, il est à Tokyo et Hattori est à Osaka, donc il l'appelle le détective de l'Ouest. Ouais. Bon. Et lui, il parle en Osaka Ben, en dialecte d'Osaka. Va traduire ça. Et il lui met ton accent marseillais. Alors, c'est une option sur laquelle moi je ne suis pas spécialement favorable. Je vais te dire pourquoi. Parce que, oui, il y a moyen. Le mec, il peut avoir un accent de Bourgogne aussi, c'est pas le problème. Mais bon, effectivement, Marseille, Osaka. Bon. Le truc qui me dérange, bon, après, il y a des trucs plus graves dans la vie, mais c'est que même si c'est une version française, ça se passe au Japon. Ouais, donc. Et avoir des mecs qui vont parler marseillais, ça fait bizarre quand même. Tu vois, enfin, moi, ça me titille. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, après, je réfléchis peut-être trop, j'en sais rien, mais je comprends. Je sais pas, ça coince un peu, tu vois. Alors, je suis navré, mais moi, toutes les nuances, je les traduis pas, quoi. Du coup, voilà. Donc, il faut apprendre le japonais. Apprenez le japonais, voilà. Avec, il y a un lien dans la description. Oui, on va vous mettre le lien en description. Il n'y en a pas aujourd'hui. Guillaume Play. Mais voilà, d'où l'intérêt d'apprendre le japonais. Donc, même s'il y a l'IA, tu vois, et les traductions automatiques, même pour voyager, rencontrer des gens, tu auras toujours des centaines de nuances, plein de trucs que tu perdras forcément. Donc, faut étudier le japonais, c'est une langue magnifique. Avec des hommes. Avec des hommes et des femmes. Gardez le contact humain. Non, mais c'est vrai, c'est important, merde. On se perd de plus en plus, quoi, avec toutes ces carrières. Le contact humain, enchaînement tout trouvé sur tes relations avec les Japonais quand tu y es arrivé. Parce que maintenant, on entend beaucoup des gens dire ouais, les Japonais, ils aiment plus les étrangers, avec les politiques et le surtourisme. Mais toi, quand tu es arrivé il y a 30 ans, et tu as vu l'évolution, je pense, du Japon, des Japonais, comment tu as été accueilli quand tu es arrivé? Est-ce que tu as eu des soucis? Est-ce que tu as été victime de racisme? Et est-ce que tu as vu une évolution depuis que tu es arrivé? Ou pas du tout? Alors, plutôt pas du tout, dans l'absolu, pour le racisme et compagnie. Après, je te dis, bon, moi j'ai débarqué, c'était à Matsumoto, donc bon, il y avait beaucoup de Japonais, il y a de la place, il y a moins de monde. Tu te fonds tout de suite aussi dans le paysage, j'ai envie de dire, parce que tu parles japonais, Enfin, tu vois, moi même il y a 30 ans à Matsumoto, où il y avait 0 étranger, tu as été accepté. Ouais, parce que je parlais la langue aussi, tu vois. Je pense que ça, c'est. Enfin, les Japonais, c'est des humains aussi, je veux dire, ils sont sensibles au fait que tu fasses des efforts, que tu apprennes. Ils sont même super sensibles, parce que comme je disais moi souvent avec des touristes, quand tu dis quelques mots en japonais, ils sont super contents. Ouais. En France, quelqu'un qui parle français va me dire ouais, et alors? C'est normal. C'est normal. Et même tu parles pas très bien. On n'a pas le même métissage, en fait. On est quand même sur une île, alors ils te remettent ça aussi toujours sur le tapis en disant Shimaguni Dakara. Mais c'est vrai, le Shimaguni, même à Tokyo, des fois tu croises des gens. Moi, au bout de 29 ans, alors c'est très très rare maintenant, mais j'ai encore des Nihongo Josu dessinés, vous parlez bien japonais, quoi. Donc en général, quand on vous dit vous parlez bien japonais, c'est que vous êtes une lubie. C'est ça. Non, mais tu vois, c'est. Quand tu parles bien japonais, ils te disent Nihon Naga desu. Voilà, c'est ça, ouais. Ou ils te disent plus rien. Ils te disent plus rien, voilà, ils te parlent. Tu vois, ça fait 15 ans que je fais du rakugo en japonais. Il n'y a plus personne qui me dit quand je fais du rakugo, Nihongo Josu. Donc tu veux dire, bon, alors c'est soit que tu as été intégré, soit que tu as été assimilé, et c'est très bien. Bien sûr. Donc, non, moi je pense que le secret, c'est vraiment la langue. Le secret, c'est vraiment la... Et puis le comportement, tu dis. Et le comportement. En fait, c'est lié. Tout est lié. De toute façon, tu n'apprends pas la langue, tu n'apprends pas la gestuelle. Et ça se rejoint aussi quand je fais du rakugo en français. Les gens me disent, waouh, on dirait un japonais, même si c'est en français. Parce que j'ai aussi une gestuelle que j'ai acquis au fil de ces années, naturellement, et je m'en rends pas compte. Bien sûr. Tu vois, je veux dire, quand tu téléphones en France, alors, tu vas dans le RER, les mecs ils sont putain, j'ai pas pissé hier soir, machin, bon bref. Ou comme ça maintenant. Au Japon, encore mieux. Au Japon, tu vois, déjà tu téléphones pas dans le train, mais même dans la rue ou quoi, des fois, et j'ai ce genre de réflexe aussi. Quand tu as l'air d'un con quand tu fais ça en France, ou quand tu fais du hi-hi, ou quand tu fais du attention, tu dis merci pour passer comme ça, ou quand tu traverses, tu dis merci à la bagnole et tout, le mec qui te regarde, tu dis bon, tu as des trucs comme ça qui vont s'intégrer à ta façon d'être et de te tenir, et tu fais plus gaffe, quoi. D'accord.
Et du coup, ça se sent quand je joue, tu vois, en japonais ou en français, du coup, ça reste, quoi. Donc, tu n'as jamais eu de problème de racisme, tu n'as jamais été mis à l'écart parce que tu étais étranger ou tu n'as jamais senti de traitement différent? Non. Voilà. Non. Parce que moi, je dis toujours que moi, j'en ai jamais senti et mes invités, en général, c'est la même chose. Mais je demande quand même parce qu'il y a des... Ah, mais il y a des gens qui peuvent avoir des mauvaises expériences, on est d'accord. Qui ça arrive, donc... d'accord. Non, en fait, tu vois, en tout cas, j'ai pas de souvenir là tout de suite frappant qui dirait marquant, qui dirait ouais, putain, c'est des racistes, c'est des enfoirés, ils sont fermés. Ils sont fermés. Non, après, c'est à nous de faire des efforts aussi. De toute façon, je te dis, que tu viennes 3 mois ou 30 ans, t'es toléré ici. T'es invité. Non, mais c'est important de le savoir parce que c'est un peu ce qu'on me disait en début de vidéo, c'est que tu peux être un spécialiste du Japon, de la culture, du machin et tout, être intégré jusqu'au bout des ongles et compagnie, donc être à la limite du tatamisé, tu seras de toute façon jamais japonais. Donc ce qui est important, c'est toujours aussi de s'intégrer sans renier. Je veux dire, moi je suis Nissart et je suis Nissart, et toi tu es Marseillais, point barre, tu vois ce que je veux dire. Et tu peux pas cracher là-dessus, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens de plus en plus qui se disent, bon, c'est vrai que la France, ça a l'air quand même assez compliqué de plus en plus, surtout quand on voit ça de l'extérieur. Bon, au quotidien, je parle. Ouais, mais le Japon, c'est pas la vie rêvée non plus, je veux dire. C'est une vie rêvée si toi, si ça correspond à tes attentes, etc. Il y a des gens qui sont en France et qui sont très heureux d'y être, je veux dire, tu vois. Et tu peux avoir des gens qui se disent, ah putain, j'arrive au Japon, ça y est, c'est les bisounours, c'est génial. La France, j'y mettrai plus jamais les pieds, machin. Par envie, je veux dire, tu vois. Ça, à mon avis, c'est un piège, quoi. Parce que si, au bout de 10, 15, 20 ans, on te fera comprendre à un moment donné que t'es pas japonais, de toute façon, tu vois ce que je veux dire. Et donc, tu auras beau en faire des milliers et des cents, tu seras jamais accepté comme tel. Et si, en plus, t'as pas de porte de sortie pour te dire, moi, je vais plus en France parce que, voilà, ben, t'as l'air d'un con et tu seras malheureux, quoi. C'est ça qu'il faut éviter le plus. Il faut surtout arriver à être le plus heureux possible, quoi. Bien sûr. Tu vois. Donc voilà ce que j'avais à dire. Merci, au revoir. Et donc, toi, comme tu as dit, le Japon, c'est parfait pour certaines personnes et ça ira pas du tout à d'autres personnes. Bien sûr. Toi, ça fait 30 ans que tu es là, donc j'imagine que tu es heureux ici. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs qui, même après 30 ans, qui te manquent de la France ou des trucs qui t'énervent au Japon? Alors, j'ai beaucoup de chance de pouvoir justement y aller régulièrement depuis que je suis en freelance en plus et que alors je te disais, le Rakugo, c'est pas encore non plus une explosion totale en France, mais bon, ça commence. Moi, je commence à aussi avoir des demandes que j'aurais pas eues il y a 4-5 ans, tu vois, et qui fait que je vais du coup assez régulièrement en France. Donc, je suis sur, là en ce moment, un style de vie vraiment très équilibré, où c'est toujours un plaisir d'arriver en France et de montrer la culture japonaise, n'est-ce pas, et effectivement de revenir au Japon. Et aller venir, tu vois, comme ça. Tu gardes un peu les bons côtés du Japon quand tu reviens et puis les bons côtés on va dire un peu ça. Oui, c'est vrai que ça paraît un peu... C'est vrai qu'à force d'être ici tout le temps, on peut oublier aussi certaines choses. Oui. Et le fait d'aller à l'étranger, tu fais ah ouais. Il m'est arrivé à un moment donné d'être pas capable de rentrer l'espace de 2 ans, ce qui n'est pas énorme évidemment sur 29 ans de vie ici, si tu veux. C'était au moment de la transition entre Fukuoka et Tokyo. Et sans rentrer en France pendant 2 ans, et pourtant je n'étais même pas allé à Paris, j'étais juste rentré à Nice, tu vois. Changement, là, tu te dis waouh. Et en fait, tu passes pour un couillon aussi, parce que au Japon, on va pas à l'affront, tu vois, je veux dire, entre les personnes, tu vois, on va toujours rester un peu retiré, machin et tout, ce qui n'est pas toujours le cas en France, évidemment. Et si tu rentres dans une relation frontale avec quelqu'un, si tu as tendance à t'effacer, tu vas passer pour une sous-merde et tu vas te faire écraser, quoi. Clair. Et quand tu n'es plus trop habitué à ces relations-là, tu t'en prends plein la gueule, quoi. Et du coup, il fallait, genre, tu vois, 2-3 jours de réadaptation. Se renforcer un peu et se dire, bon, là, j'y vais, quoi. Ça, je pense que pour les gens qui n'ont pas l'occasion, effectivement... ou ailleurs dans un autre pays. Oui, on parle du Japon et de la France, mais franchement, tu vas après en Thaïlande, ils sont plutôt cool aussi, mais tu vas en Thaïlande, c'est pareil, tu
En Chine, pareil, c'est frontal. Il y a plus, tu vois. À la limite, vous allez juste à Osaka. Hein. Osaka, ils sont plus tactiles aussi, tu vois, Osaka. Okay. Tu vois. C'est assez flagrant, ouais. D'accord. Et est-ce qu'il y a des trucs qui te déplaisent dans ta vie au Japon? Ou, je sais pas, au quotidien Le prix des loyers. Le prix des loyers. Oh, ça va. Ouais, mais toi, tu es à Yokohama, c'est pour ça. Tu es à la campagne. À Osaka, c'est cher? Osaka, ça. Pas autant que Tokyo, c'est vrai, mais ça reste quand même. Ouais, ça, d'accord, ça reste compliqué. Non, c'est. Qu'est-ce qui me déplaît au quotidien, franchement Rien de spécial, quoi. Non. D'accord, ok. Bah après, si t'es là depuis 30 ans, j'imagine qu'il y avait des trucs qui te plaisaient beaucoup, tu serais peut-être plus là, mais... Bah, au point de ne pas y rester, tu vois, au point de ne pas y rester, franchement, il n'y a rien, quoi, parce que justement, sinon, j'y resterais pas, quoi. Mais, non, qu'est-ce qui... spécial. Non. C'est des trucs, moi j'en parle souvent sur la chaîne et je donne mon avis, mais des trucs qu'on revoit régulièrement sur les réseaux, l'administration japonaise, c'est horrible, ça fonctionne pas. Comparé à l'administration française, franchement, c'est le jour et la nuit, quoi. Exactement. Ça marche nickel, moi j'ai jamais trop attendu. Bah, tu dis ça, tu viens que ça, c'est bah ouais. Enfin, voilà. Mais il y a des gens qui se plaignent de l'administration japonaise. Donc, je pense que c'est encore un problème de langue aussi, hein, peut-être. Ouais, peut-être. Ou puis des gens qui arrivent ici jeunes et qui n'ont jamais eu affaire à l'administration française. Ah et qui découvrent le monde du travail au Japon. Ils disent, ouais, au Japon, le chef, il est comme ça. Mais tu sais, en France, c'est pareil. Ouais. Travailler un peu. Voilà. Alors, donc tu vois, par rapport au travail, moi, c'est un domaine que je ne peux pas comparer parce que dans l'absolu, j'ai jamais travaillé en France, en fait. D'accord, ok. J'ai fini mes études après Matsumoto, donc j'avais 22 ans. Et à 23 ans, je suis parti à l'armée. Non, un peu plus, 24 ans. 24 ans, je suis parti à l'armée. Et en fait, l'armée, arrivé à l'Institut franco-japonais du Kyushu, donc à Fukuoka, ça a été mon premier job. D'accord, donc tu as depuis, alors, dans l'absolu, j'ai bossé pour la France, et on va dire 2 ans parce que c'était encore de l'administration française, ce truc-là. Donc, si tu veux, la cotisation retraite en France, c'est mort, quoi, tu vois. Et en fait, après, ça a été juste au Japon, quoi. D'accord. Donc, tout ce qui est effectivement problématique du monde du travail en France, au Japon. Ouais, alors après, j'étais dans le milieu français, on va dire, parce que l'Institut français, mais c'est applicable à la loi du travail japonaise, tu vois. Mais du coup, enfin, dans l'absolu, j'ai jamais eu de souci aussi de me dire... parce que maintenant aussi c'est compliqué là, si ton patron il t'envoie un mail le dimanche, machin, je sais pas quoi, tu peux aller au prud'homme, des trucs comme ça, tu vois. Moi j'ai jamais eu à avoir ce genre de soucis, tu vois. On bossait le samedi ou le dimanche parce qu'on était sur un événement, fête de la francophonie, le lundi et le mardi on était en week-end, tu vois, c'était naturel, tu vois, tout ce genre de trucs. Non, il y a beaucoup plus de facilité. Il y a beaucoup de facilité ici quand même aussi. Putain, les trains qui partent à l'heure, rien que ça. Rien que ça. Le Shinkansen Osaka-Tokyo, le Shinkansen il part à 12h01, il arrive à 14h31. 14h31, tu es sur le quai de la gare de Tokyo, quoi. Autant sur les trains locaux à Tokyo, des fois tu as des retards, mais souvent tu as un train après ou tu as d'autres moyens. Mais oui. De lignes. Autant les Shinkansen. Shinkansen entre Tokyo et Osaka, il y en a un toutes les 5 minutes. Ouais, voilà. Sans déconner. C'est clair. C'est quand même très très facile à vivre. Rien que ça, puis la propreté, le machin. Mais tu vas pisser dans une brasserie à Paris, tu te retiens, quoi. Tu vas pisser dans le caniveau, quoi. Ici, même dans les gares, c'est propre, quoi. Tu te dis, putain, c'est incroyable, quoi. Non, c'est vrai que ça, c'est des trucs... D'accord, t'apprécies toujours autant. Peut-être t'apprécies. Mais c'est vrai de retourner en France ou d'aller dans d'autres pays, hein, parce que je dis la France, mais tu vas aux États-Unis, c'est pareil, tu vas en Angleterre. Oui, bien sûr. Ça fait du bien, tu reviens ici, tu te dis, ouais, quand même, on oublie, on prend des choses pour acquis. Ouais. On se rend pas compte que c'est pas forcément des acquis partout, quoi. Ouais. Et donc ça fait 30 ans que tu es là. Tu comptes finir ta vie ici ou tu as l'intention de... Non, je pense que je suis bon là pour fermer derrière moi ici. D'accord, ok. T'as pas prévu Il n'y aura plus qu'à brûler après, comme ça c'est bon. T'as pas prévu de faire ta retraite en France ou j'ai toujours évidemment un pied-à-terre à Nice. Hein. Si tu veux, moi tant que j'arrive à continuer ce train de vie que j'ai actuellement, à savoir aller et venir, franchement, je pense pas que je serai capable, après tant d'années au Japon, de me réintégrer à 100% dans le système français. Enfin, un système dont
et c'est normal, je n'aurai aucun bénéfice puisque j'ai jamais cotisé en France. Moi, c'est tout ici, tu vois. La retraite ici aussi, ça va être ça, mais on parle déjà comme des vieux, quoi. C'est des jeunes de 20 ans qui nous regardent, ils disent, mais de quoi ils parlent les deux, là? Et donc, qu'est-ce que j'irai faire en France maintenant, à tout recommencer à zéro, tu vois, une carte vitale, un machin, ils vont me dire, mais monsieur, d'où vous sortez, quoi. Donc bon, si tu veux un peu par là, force des choses, on va dire, tout est quand même maintenant calé ici. Après, bon, effectivement, Nice restera aussi toujours dans mon cœur, évidemment. Rentrer en France régulièrement, tant qu'on peut le faire, parce que là, entre le détroit de Dormouz, le Kérosène et compagnie, bon, peut-être on refera comme à l'époque Edo, un peu Meiji, on ira en bateau, tu vois. Allez, je pars dans un an. Voilà, dans un an, quoi. Bon, il faudra faire gaffe parce que le visa permanent, si tu restes 2 ans sans revenir, tu t'assois dessus. Hein, c'est vrai. Ça me fait rester quand tu pars du Japon, tu coches la case. Je reviens. Ouais, putain, ils doivent la garder au frais, celle-là. Si celui-là il revient pas, on va le foutre dehors. Hop. Non, mais un jour, c'est pas moi, c'est Trump. C'est la faute à Trump, bordel. Mais c'est vrai, il y a cette case. Tu vois, là, c'est... On part pour moins de 2 ans, mais... Oui. Et pendant le Covid, du coup, t'es pas du tout rentré en France aussi? Si, parce qu'il y avait personne. Mais tu pouvais revenir au Japon parce qu'à un moment donné... Ah oui, j'ai fait la quinzaine de comment ça s'appelle semi-quarantaine. Ouais, de quarantaine, voilà, ouais, c'était... Enfin, semi-quarantaine, c'était 3 jours à l'hôtel, et après c'était 15 jours à la maison, avec l'appli et tout le bordel. Et alors ce qui est marrant, c'est que moi, le Covid, ce qui m'a apporté de bien, c'est de me procurer un iPhone. Ouais, parce que pendant longtemps, j'avais ce qu'on appelait les galaqués. Donc c'est les téléphones à clapper, tu sais. Et bon, un peu con, tu vois. Donc je me disais, ouais, moi, ça me casse chier, là, les téléphones. C'est comme les vieux japonais. Ouais, un peu ça, ouais. J'ai une galaqué, c'est ça. Moi, je garde mon galaqué, quoi. Tu vois, j'étais pur et dur, c'est ma fierté. Qu'est-ce que je vais faire d'un téléphone qui sert à tout sauf à téléphoner, tu vois. C'est un peu ça, tu vois. Bon, bref. Et avec cette histoire, ils te mettaient une appli quand tu revenais. Après les 3 jours à l'hôtel, il fallait que tous les jours, à telle heure, ils te disaient, bon, vous êtes bien chez vous, machin, tout. Bon, bref. Et j'ai dit, on fait quoi si on a un galaqué? Parce que l'appli sur le galaqué, tu peux t'accrocher, quoi. Et je m'étais renseigné, il m'avait dit, on vous en loue un quand vous revenez au Japon à l'aéroport. Enfin, vous devez en louer un. Ok. How much? 15 000 yens, 14 ou 15 000 yens, donc un peu moins de 100 €. Avec le taux du yen en ce moment. Bref. Et je dis, bon, ok, d'accord. Et je dis, et 2 semaines après, quand tu as fini ta quarantaine en maison, vous nous rendez le téléphone. Je dis, ah bon, et je dis, vous me rendez les 14 000 yens? Elle dit, ah non, les 14 000 yens, on les garde. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On trouve, avec mon épouse, on trouve un iPhone d'occasion. Un iPhone, non, mais pour les vieux, tu sais, avec des gros caractères, quoi. Des trucs, tu n'as même pas de lever les lunettes et tout, machin. Tout. Mais bon, c'est vraiment un truc de base où tu peux foutre leur fameuse appli qui coûtait 10 000 yens. Donc, je dis, bon, je vais prendre ça et au moins, ça me servira après, tu vois. Tu le gardes, quoi. Et donc, le galaqué... Tu t'es séparé. Bon, voilà. Et puis après, je suis revenu. Évidemment, je suis tombé dans le piège. Je commençais à regarder mes mails, machin et tout. J'ai dit, bon, là, le truc pour les vieux, c'est mort. Donc, j'ai racheté un truc un peu plus performant. Google Maps et tout. Voilà. Donc, merci le Covid. Hein. D'accord. Je ne pensais pas que je dirais ça un jour, mais merci quand même. Hein. Voilà. Bien, ok. Bon, on a parlé 8h47 déjà. Putain, c'est l'heure de l'apéro, là. C'est l'heure de l'apéro. Impeccable. Hein. Alors, juste avant de te quitter, tu peux rappeler tes prochaines dates en France, en Suisse, au Québec, en Europe? Alors, les prochaines dates, ça va être du 20 au 31 mai à Québec et Montréal, Québec City. De là, il va y avoir une petite tournée du 27 juin au 6 juillet en France. Donc en France, il va y avoir Clermont-Ferrand, Japan Tour Festival, Montpellier, entre autres. Il y aura toutes les infos bientôt sur mon site. Et puis il y aura une surprise, il y aura Niort aussi. J'adore aller à Niort avec l'association Sakura Niort, on les adore.
Et puis il y aura encore un tour à l'Otakuton, qui est un gros festival genre Japan Expo à Montréal début août. D'accord, ok. Donc c'est Canada, France et re-Canada, okay. Et après retour au Japon. Et il y aura une surprise dans l'été qui va être annoncée aussi, parce qu'il y a des nouveaux projets qui se mettent en place, toujours aussi autour du Rakugo. On vous mettra les liens. Je mettrai dans la description, il y aura vers son site, puis si tu as des réseaux sociaux, tu mettrai tout. D'accord. Comme ça, vous le suivez, vous regardez ça. Voilà. Si vous voulez voir du Rakugo, le seul Rakugoka français qui fait en japonais au Japon. En français au Japon. Ouais. Alors en japonais au Japon, en français et en anglais aussi, ouais, effectivement. J'aimerais bien faire plus souvent en français, mais personne ne comprend ici. Ils s'en foutent. Ils s'en battent les tantifles. Ils sont 3, donc bon. Très bien. Mais merci beaucoup, Cyril. Merci, Sam-san. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si Cyril a le temps, il jettera un coup d'œil. Mais à mon avis, il va être bien occupé. Non, mais je regarde. Sauf si c'est des haters. Hein. Ouais, mais les haters, je les vire. Tu les vires? Bon, ça va alors. Donc voilà. Hater, allez-y, hater. Ouais. Vous pouvez y aller. De toute façon, ça sera bloqué. Donc, non, si vous avez des questions, des messages. Avec plaisir. N'hésitez pas. Et puis nous on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur le Japon. Salut à tous!